L'exposé pour poursuivre la discussion plutôt côté écologie sera fait par Marc de Concha, qui est directeur de recherche à INRAE, dans l'unité d'INAFOR, qui travaille en écologie des paysages, qui a beaucoup travaillé sur les interfaces entre forêt et agriculture, et qui a notamment contribué au développement d'un indicateur de biodiversité potentielle. Donc, il va nous présenter l'histoire. Si tu arrives à partager ton écran, parfait. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous amener un petit peu en forêt pour cette fin d'après-midi pour vous parler de l'histoire d'un outil qui a été développé pour mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière, qui a rencontré un certain succès et puis aussi déclenché des réactions et des effets qui étaient un peu inattendus. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu d'où il vient, comment il s'est construit, comment ça marche, pourquoi ça a marché, en tout cas de la façon dont on peut l'analyser, et puis essayer de discuter un petit peu de ces effets induits auxquels on n'avait pas forcément pensé au départ. Donc le point de départ, cet indice, il a été créé en 2008 à l'initiative de deux personnes qui travaillaient pour la foresterie privée, Laurent Larieux et Pierre Gonin, qui, pour des raisons personnelles, avaient des fortes convictions que la façon dont la foresterie française appréhendait la place de la biodiversité dans la gestion des forêts n'était pas satisfaisante, n'était pas suffisante et qu'il fallait proposer quelque chose. Et donc, ils ont réfléchi à proposer un nouvel indicateur, faisant le constat qu'il n'y avait pas grand-chose de disponible à cette époque pour répondre à ces enjeux-là. Et donc, ils ont développé ça dans le cadre de leur activité professionnelle au sein du Centre national de la propriété forestière, qui est un établissement public qui est en charge du développement de la gestion des forêts privées et qui a des missions de conseil et d'information auprès des propriétaires forestiers. L'idée leur idée au départ a été d'élaborer un outil qui soit co-construit avec les acteurs de terrain et avec des scientifiques, et que ça donnait lieu à un programme de recherche-développement qui a démarré en 2009, d'ailleurs avec une thèse, et Laurent Larieux a été hébergé dans notre laboratoire d'INAFOR à Toulouse pendant plusieurs années pour développer ses recherches, et ça se poursuit. Alors, en un mot, enfin en quelques mots, cet indice, de quoi il est constitué, comment il fonctionne et quels étaient le cahier des charges qui s'était fixé. Ce qu'il voulait, c'était un outil de diagnostic qui soit simple et rapide. Quelque chose que les acteurs de terrain puissent mettre en œuvre facilement, en faisant le constat qu'il existait déjà des indicateurs, mais qui nécessitaient d'avoir des compétences taxonomiques ou des outils d'échantillonnage un peu compliqués à mobiliser. L'idée de cet indicateur, c'est qu'il puisse rendre compte à l'échelle du peuplement forestier, c'est important, d'une capacité d'accueil d'une biodiversité taxonomique à l'échelle spécifique ordinaire. Donc, il ne s'agit pas d'un indicateur portant sur la valeur patrimoniale de la biodiversité, mais en gros plutôt la richesse en espèces qu'un peuplement est susceptible d'accueillir. Et donc, ils ont constitué et créé, à partir de la littérature scientifique, d'échanges avec une foultitude de scientifiques, une grille qui comporte 10 facteurs qui sont faciles à observer et qui sont connus pour être des facteurs clés pour la biodiversité forestière. Et l'outil vise à être un outil d'aide à la décision, donc qui puisse ensuite servir pour alimenter la réflexion des propriétaires forestiers pour mieux intégrer la biodiversité dans leur gestion. Donc, je le répète, hein, c'est un outil qui avait une option un peu d'ergonomie très forte. Il fallait que ça puisse être mis en œuvre par des gens qui n'avaient pas des compétences naturalistes. Alors, ça, les 10 facteurs, en quelques mots, et je ne vais pas les développer longuement, il y a de la littérature abondante qui les décrit. Il y a 10 facteurs clés qui sont, enfin, 7 facteurs qui sont liés au peuplement et à la gestion forestière, donc vraiment à la main du propriétaire et du gestionnaire, hein, sur les essences, sur le nombre d'essences autochtones, sur la structure verticale de la végétation, sur le gros bois mort au pied ou au sol, sur les très gros arbres
particulièrement gros vivants, et puis sur les arbres porteurs d'andro-micro-habitats. Et puis, on a ensuite 3 autres facteurs qui, eux, sont plutôt des facteurs de contexte. Donc, le propriétaire, voilà, il n'a pas la main sur ces facteurs-là. C'est la continuité temporelle de l'état boisé, en gros, l'ancienneté des forêts, la présence ou non de différents types de milieux aquatiques, la présence ou non de différents milieux rocheux dans le peuplement. Tous ces facteurs et la justification de ces facteurs sont très abondamment décrits dans plusieurs publications, dont un livre là, qui vous est indiqué dans la diapositive. Donc, des choses assez simples. Il y a eu un travail pour évaluer un peu la robustesse de cet indicateur. Parce que on le conçoit, et par construction, il y a des facteurs écologiques dont on le sait, qui sont importants pour la biodiversité, mais qui sont difficiles à observer et qui n'ont pas été pris en considération. Par exemple, et vous l'avez peut-être noté, il n'y a rien qui concerne les types de sols, alors que l'on sait que pour une bonne partie de la végétation, les caractéristiques pédologiques sont extrêmement importantes. Rien sur la, la localisation spatiale par rapport à d'autres peuplements, du peuplement qu'on étudie, alors qu'on sait que ça peut être important. Il n'y a pas non plus de déclinaison selon les différents types de forêts. Alors ça a donné lieu à beaucoup de débats, parce que en gros, les plantations forestières d'essences exotiques sont notées de la même façon que des sommets naturels de végétation ligneuse, voilà, qui en régénération naturelle. Beaucoup des forestiers, du monde forestier, auraient bien voulu qu'on distingue les plantations des différents types d'autres types de peuplement. L'IBP met tout ça sur un même gradient de biodiversité. Et donc, ces éléments-là, qui sont à la fois objets de discussion et puis des éléments qu'on peut voir un peu comme des points faibles hein, cet indicateur, ben, on les a un peu confrontés avec des travaux qui ont comparé des mesures effectives multitaxonomiques, plusieurs taxons sur plusieurs centaines de placettes à travers la France et puis dans d'autres pays, où on a mis en corrélation les mesures de biodiversité et les valeurs observées avec l'IBP. Et ce qui ressort très clairement de ces travaux, c'est qu'il y a une forte congruence entre les deux. L'IBP n'est pas un prédicteur de la biodiversité des mesures taxonomiques, mais en tout cas, il est ordonné de la même façon que les mesures de biodiversité. On peut faire une estimation que 5 points d'IBP, ça correspond en gros à une hausse de 3 à 10%, à 12% de la richesse spécifique selon les taxons. Ça a été publié dans différents travaux. Et puis, pour tester aussi d'autres aspects de la robustesse de cet indicateur, il y a des travaux qui ont commencé, qui sont en cours, qui ont déjà été en partie publiés, pour évaluer l'effet observateur et qui a montré qu'il y a besoin d'une formation pour pouvoir mettre en œuvre l'IBP. C'est certes un outil qui est simple, mais qui quand même nécessite une petite formation pour le mettre en œuvre. Donc une fois que cet indicateur, on a été un peu rassuré sur sa capacité à rendre compte de réalités telles que les écologues l'observaient, eh bien, il a été largement déployé. Donc c'est un indicateur qui, dans son usage le plus simple, aboutit à des notes avec des scores qui sont, je dirais, basés sur des seuils extrêmement simples. Par exemple, si on a une ou deux strates, eh bien, on a 0 sur le premier facteur. Si on a 3 strates, on a 2. Et si on a 4 strates, on a 5. Et on ne peut pas aller au-delà de 5, même si on a plus de strates, et idem pour le reste de la végétation. Donc quelque chose d'extrêmement simple à mettre en œuvre et à comprendre pour les acteurs, qui est accompagné, et c'est un point important sur lequel il y a eu beaucoup de travail qui a été conduit par Pierre Gonin et Laurent Larieux, par une palette d'outils pour aider à ce diagnostic. Alors je ne vais pas tous les développer parce que c'est extrêmement riche. Ils sont tous disponibles et accessibles gratuitement en ligne sur le site Forêt privée française, avec des fiches de définition pour chacun des indicateurs, la façon de les mesurer, les difficultés, les risques,
des fiches de terrain, des fiches de relevé, un tableur associé qui permet l'archivage, l'édition de comptes rendus directement en ligne, une base de données pour compiler tout ça, et puis tout un ensemble de documents qui ont été publiés et un site web le portail de la forêt privée qui rassemble toutes ces informations, plus des formations qui sont dispensées pour les personnes qui sont intéressées pour mettre en œuvre l'IBP. Donc, l'IBP, c'est cet indicateur, c'est ces relations entre certains facteurs et des niveaux de biodiversité ou de potentiel de biodiversité, mais c'est aussi l'ensemble de ces outils qui l'accompagnent. Bien sûr, l'IBP, en soi, ce n'est que le début de la discussion avec les propriétaires et les gestionnaires, forestiers, et à partir de ces diagnostics d'IBP, dans un peuplement ou dans plusieurs peuplements chez un propriétaire, eh bien, peut s'enclencher une discussion, des échanges, une réflexion, du propriétaire et du gestionnaire basée sur, des documents comme celui qui est indiqué sur la diapositive, qui doit aider le propriétaire gestionnaire à améliorer, modifier éventuellement ses itinéraires techniques et sa gestion en tenant compte des caractéristiques de la forêt en termes de station, d'environnement, de disponibilité, d'équipement, mais aussi des conditions et du contexte socio-économique qui fait que des attentes sont plus ou moins fortes sur la biodiversité pour peut-être faire évoluer ces pratiques de gestion de sa forêt dans l'idée d'améliorer, les facteurs sur lesquels il peut agir pour être plus favorable à la biodiversité. Donc ça pointe directement les leviers sur lesquels il peut agir et les leviers, sur lesquels aussi il ne peut pas agir. Et l'IBP, c'est aussi, à cet égard, et c'est rapidement apparu comme étant un outil, pédagogique extrêmement pratique, par exemple, pour mettre en place des dispositifs de terrain sur ce qu'on appelle des martelloscopes, c'est-à-dire des endroits où des apprenants viennent faire comme s'ils sélectionnaient les arbres qu'ils allaient couper. On pointe ça dans un logiciel et puis ben, ça leur donne une évaluation de la pertinence de leur choix de gestion pour, en mode apprentissage. Et là, on peut le combiner maintenant avec l'IBP pour évaluer les conséquences possibles ou hypothétiques de leurs actions sur la biodiversité. C'est aussi un support extrêmement pratique pour pouvoir discuter, échanger avec les acteurs de terrain lors de réunions techniques ou de formations de terrain. C'est quelque chose qui leur parle et c'est ce qu'on a largement vérifié. Et donc, c'est un outil qui est maintenant reconnu, qui continue à évoluer. Alors, il est reconnu parce que pour la foresterie privée française, c'est devenu l'indice de référence pour évaluer la biodiversité. Il a été intégré dans plusieurs textes de loi, des recommandations, dans des outils de suivi des bilans carbone, enfin dans tout un ensemble de dispositif qui fait qu'aujourd'hui, il est largement utilisé, largement reconnu, et que une organisation a été mise en place et formalisée d'ailleurs dans des documents et des publications pour constituer un programme national autour de l'IBP de recherche-développement qui associe des unités INRAE, notamment notre unité d'INAFOR, mais d'autres, le Centre régional de la propriété forestière, une équipe qui s'occupe de déployer ces questions, des interactions avec d'autres scientifiques, des utilisateurs qui continuent à faire remonter leurs besoins, les améliorations, à intégrer des connaissances nouvelles, parce que sur la biodiversité, on apprend des choses nouvelles. Et puis un comité national et même un comité international s'est constitué, puisqu'il y a des déploiements à l'international qui sont envisagés. Donc voilà un peu ce qui a fait une partie du succès de l'IBP. Mais on s'est quand même questionné avec Laurent Larieux et puis Floriane Clément sur cette situation après quelques années de développement où on faisait le constat que l'outil a dépassé son cadre initial. Alors il y a un grand succès, plein d'acteurs s'en sont saisis, des acteurs qui étaient inattendus
que c'est les parcs nationaux, les parcs régionaux, des chercheurs qui ont utilisé cet outil alors que initialement c'était plutôt destiné aux gestionnaires. Il a été intégré dans des politiques publiques, la stratégie nationale pour la biodiversité y fait référence, le label bas carbone, je l'ai dit, et puis d'autres pays s'en sont saisis. Mais en même temps, ce succès, il n'est pas homogène. Il y a une adoption qui est hétérogène, même au sein des acteurs de la forêt privée. Il y a des fervents partisans et puis il y a des gens extrêmement réticents ou très critiques à son usage. On a constaté aussi une certaine méfiance de la part de l'ONF sur l'utilisation de cet outil. Et comme on est dans un moment un peu charnière du développement de l'IBP, puisque les 2 fondateurs vont bientôt partir à la retraite, eh bien, on s'est questionné avec une stagiaire, Mallory Gauvreau, sur, eh bien, comment on peut mieux comprendre, analyser la dimension, sociologique, du développement et de la réussite de cet indicateur. Donc la méthodologie, qu'elle a mis en œuvre, c'est une enquête sociologique, des entretiens semi-directifs avec, toute une panoplie, ribambelle de types d'acteurs qui ont différents types d'influences, différentes places et enjeux vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis de la gestion forestière, différents types de positionnement venant de régions, différentes, avec, des types de questionnements et d'enjeux, voilà, je l'ai dit, différents. La méthodologie qu'elle a employée, eh bien, c'était le cadre théorique auquel elle s'est référée, c'est de considérer l'IBP comme étant une innovation qui est apparue à un moment donné dans un certain contexte où il y avait une attente, il y avait un besoin qui s'était fait sentir et qui fait référence à 2 concepts, le fait que partie des personnes qui se sont impliquées dans le développement de cet outil sont ce que l'on appelle des marginaux séquents. Alors ce terme recouvre le fait que ce sont des personnes qui, pour différentes raisons et par, affinité et par, réseau, ont créé des relations avec des sphères professionnelles différentes. Donc c'est le cas particulier de Laurent Larieux qui a été très impliqué dans la gestion forestière privée, c'est son métier, mais aussi dans la conservation de la biodiversité par des engagements et des implications personnelles et qui avait une affinité, forte avec, la recherche, une capacité à interagir et à échanger avec des chercheurs, à contribuer à des programmes de recherche et donc à jouer un rôle d'intermédiaire qui a rendu possible des interactions qui ne se seraient pas faites sans lui. Et puis le deuxième cadre, auquel elle se réfère, c'est la théorie de la traduction, c'est-à-dire tout le cheminement que va suivre une innovation pour qu'elle finisse in fine par s'insérer et être effectivement reprise, par, les différents acteurs. Ce processus de traduction, eh bien, il est le suivant. Ça passe par une problématisation d'un questionnement, d'une attente. Il y a un besoin qui se définit, qui va intéresser un certain nombre d'acteurs qui vont s'en saisir et qui vont parvenir, par différents biais, à enrôler d'autres acteurs, à les faire, contribuer et à un moment donné parvenir à, un niveau d'acceptation, de déploiement à une échelle, beaucoup plus large. Et donc elle a montré, que, bien l'IBP avait suivi assez bien cadre théorique, hein, puisque, le problème avait été formulé au début, était déjà présent dans le monde de la foresterie privée qui se questionnait beaucoup sur la façon d'intégrer la biodiversité dans sa gestion, qui en gros répondait souvent, il n'y a rien à changer dans nos pratiques, tout va bien, la biodiversité et forestière est en bon état. La problématisation, c'est de dire, prenons cette, affirmation au mot et prouvons-le, montrons-le. Et donc c'est l'émergence de l'idée de l'IBP et puis ensuite est venue la création d'un réseau, à la fois de scientifiques, différents événements, différentes occasions qui ont, mobilisé, différents chercheurs. En premier lieu, notre laboratoire d'INAFOR qui à un moment donné s'est dit: «Mais cette idée-là, elle est intéressante». Il y a un effet de voisinage, hein, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est des gens qui sont, le CNPF, ils sont basés à Toulouse et
on était voisins spatialement, physiquement, donc on avait deux occasions de se rencontrer. Et puis des alliances se sont construites peu à peu, notamment avec les parcs, avec la la sensibilisation et les formations qui ont pu se faire. Et puis, peu à peu, eh bien, ce dispositif a fini par être accepté, c'est institutionnalisé, c'est inséré dans des politiques des différents acteurs. Je l'ai indiqué tout à l'heure, voilà, pour la foresterie privée, c'est devenu aujourd'hui son outil d'évaluation de la biodiversité. Et donc en soi, l'IBP peut être vu comme un de ces objets frontières, qui a permis, à la fois de mobiliser, des propriétaires privés, différents acteurs économiques qui avaient des questions, qui avaient des attentes, qui avaient aussi des espoirs, de faire valoir, la qualité de leur gestion pour la biodiversité, un grand public, différents types d'acteurs institutionnels, des scientifiques, qui avaient des résultats sur la biodiversité, donc jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas très bien comment les traduire en termes d'action publique. Et donc, l'IBP a permis de rassembler autour d'un d'une réalisation, de cet objet, dont voilà, je l'ai dit, comporte de multiples facettes, ces différents points de vue. Ça a donc favorisé la discussion, la négociation et puis des prises de décision. Ça permet aussi, d'avoir des influences qui étaient, inattendues, qui n'étaient pas tout à fait celles auxquelles on avait pensé, au départ et dont ont témoigné quelques-uns des acteurs qui ont été, interrogés. Ça a eu des effets, par exemple, sur les pratiques, d'un certain nombre de gestionnaires, même s'ils n'ont pas mis en œuvre l'IBP pour autant. On a des témoignages très concrets d'agents de l'ONF qui maintenant tiennent compte de certains des facteurs de l'IBP, alors même qu'ils n'utilisent pas l'IBP en tant que tel. Ça a eu des effets aussi dans les négociations entre les différents acteurs. À partir du moment où des choses étaient quantifiées, eh bien, dans la négociation, on prenait une autre tournure. Et puis, ça a permis de faciliter de la sensibilisation, la formation, de changer le regard des acteurs sur la biodiversité. Si j'essaye de faire une conclusion, l'IBP, c'est bien plus qu'un indicateur. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est l'énorme importance de la solidité scientifique. S'il n'y avait pas eu ce travail préalable énorme de compilation de résultats scientifiques, d'implication de chercheurs, de tests grandeur nature, de la robustesse, de publications scientifiques, assurément l'IBP ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Deuxième point, c'est l'ergonomie et l'adaptation aux besoins. C'est bien parce qu'on a tenu pendant jusqu'au bout le fait de respecter l'attente d'avoir quelque chose de simple, facile à mettre en œuvre, que l'IBP a pu se développer. C'est l'effort fait pour développer des outils d'accompagnement, toutes les formations, tous les documents. Et puis à un moment donné, le portage politique. Il faut qu'il y ait des décideurs qui s'en saisissent, sinon ça reste entre quelques aficionados du sujet. Ça repose aussi sur des volontés individuelles. Voilà, sans monsieur Gonin et Larieux, eh bien, tout cela ne serait pas apparu. Et c'est des rencontres parfois qui se font. Il peut y avoir des effets inattendus qui sont à gérer, en positif ou parfois en négatif. Et puis la difficulté, on est un peu là maintenant, de maintenir une dynamique pour continuer à faire évoluer ce type d'outils, parce que les connaissances évoluent, les attentes évoluent, les contraintes évoluent, et donc il s'agit de continuer à les faire évoluer. Voilà ce que je voulais dire sur l'IBP. Je profite d'une petite minute pour dire un tout petit mot sur le métaprogramme dont je m'occupe avec Christine Argillier, qui s'appelle le métaprogramme Biosphère, pour favoriser la biodiversité et renforcer les services écosystémiques. Ce métaprogramme, comme les autres métaprogrammes d'INRAE, vise à favoriser l'interdisciplinarité des nouvelles collaborations à l'intérieur de l'Institut, de l'innovation et des prises de risques. Il s'adresse qu'aux unités INRAE, les soutiens et les financements. On peut ensuite inviter d'autres laboratoires, mais la cible première, c'est les unités INRAE. Et puis, nos actions, c'est autour d'animation scientifique, de soutien à des actions comme ces webinaires, des projets que l'on peut contribuer à financer et des thèses. Et puis, on avait identifié 3 questions prioritaires, l'une sur les interfaces, l'autre sur la dynamique et la troisième sur la santé globale. Et on s'intéresse à peu près à tous les types
d'écosystèmes à partir du moment où ils ont une dimension anthropique à l'exclusion du centre des villes. Et vous trouverez plein d'informations et de résultats sur nos projets aux adresses qui sont indiquées ici. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Marc. Alors, il y a des questions déjà dans le chat. Une première qui concerne le pourcentage des forêts privées publiques ouvertes par l'IBP. Donc, François Morneau a déjà répondu que non, il n'y avait pas de réseau systématique ou de stratégie d'échantillonnage qui permettent de généraliser, que les diagnostics sont ponctuels et fonction des enjeux et projets. Et je me demandais quand même s'il y avait une idée en fait du nombre de partenaires qui utilisent l'IBP. J'ai l'impression que c'est en augmentation. Est-ce qu'on a un peu une vue générale? On n'a pas de chiffres de suivi de l'utilisation de l'IBP puisque l'outil est de libre accès, d'utilisation. Voilà, donc on ne sait pas. C'est plutôt en forêt privée qu'il est le plus largement utilisé. On a des informations sur les formations, les participations aux formations. Mais honnêtement, je ne pourrais pas vous les donner parce que ce n'est pas le domaine que je suis. Mais c'est plusieurs centaines de personnes par an qui sont formées. Donc, je vois la question, pas de bancarisation. Si, mais elle est volontaire. Il y avait cette idée qu'on propose aux propriétaires gestionnaires qui le souhaitent de communiquer leurs résultats IBP, leurs fiches IBP, pour les additionner. Alors, on avait constitué une base de données partagée, accessible en ligne pour cela, qui pour l'instant est un petit peu au milieu du gué, c'est pas complètement fini, mais il y a cette idée-là de pouvoir capitaliser cette information, mais sur une dimension volontaire. Du coup, qui contacter pour être formé à l'IBP? Allez sur le site Forêt privée de France et vous trouverez tous les contacts, les adresses, voilà, le service de formation de l'IDF au CNPF. Voilà. Vous trouverez Très bien. toutes les informations et il y a très régulièrement des formations. Je lis les questions ou tu les lis, Marc? Eh ben là, je les vois passer. Alors, finalement, comment placerais-je l'IBP dans le cadre d'utilisabilité? Un gros focus sur la crédibilité, oui. Oui, oui, très clairement. C'est un énorme effort qui a été fait et qui se continue pour consolider les seuils qui ont été donnés, les facteurs qui ont été identifiés, élargir le nombre de taxons sur lesquels on vérifie que l'IBP est pertinent. Donc, tout ce travail-là scientifique et qui conduit à des publications, il est extrêmement important et qui se confronte à la littérature. Donc ça, c'est effectivement un élément important. Sur la pertinence, oui, ça se discute effectivement parce que, et c'est l'objet de beaucoup de discussions, parce qu'une partie de la biodiversité, on le sait, n'est pas prise en compte dans l'IBP. Tout ce qui concerne le sol, et notamment par exemple les champignons, peut se dire qu'aucun des facteurs que l'on a ne sont peut-être pas complètement satisfaisants. Tout ce qui se passe dans la canopée des arbres, sur voilà, enfin, il y a bien un certain nombre de facteurs qu'on n'inclut pas. Mais il semble que c'est quand même pertinent pour conduire des gestionnaires à se préoccuper de la biodiversité et à y réfléchir et à engager la discussion, à se positionner, à voir si leur situation elle est vraiment très faible ou très propice à la biodiversité. Et ça ouvre peut-être encore plus que la note, enfin, je trouve que ça apporte une pertinence à l'outil. Il y a deux questions plus haut, peut-être on va les prendre d'abord dans Vas-y. l'ordre. La réussite de l'IBP semble avoir les mêmes ressorts que le suivi des prairies fleuries, initialement développé dans les espaces protégés, puis intégrant ensuite le concours général agricole. Êtes-vous d'accord avec cela?
Oui, 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 il y a quelque chose du même ordre. Il y a quelque chose du même ordre. Peut-être que le terme sur lequel on ne se retrouve pas, c'est le mot concours. C'est-à-dire que dès le départ, pour l'IBP, et c'est très, très présent dans la communication qui a été faite, c'était de dire, il n'y a pas de bonne biodiversité. Voilà, c'était un peu le discours. Par contre, vous pouvez en tenir compte de la biodiversité pour l'améliorer dans vos pratiques. Donc peut-être qu'effectivement, un peuplement qui est jeune, qui vient d'être planté ou qui vient d'être récolté, sa valeur IBP, elle est faible. Mais c'est pas forcément grave, parce que peut-être que dans 40 ans, elle sera beaucoup plus élevée, selon les pratiques de gestion que l'on va mettre en œuvre. Donc il n'y a pas l'idée d'un concours, de celui qui ferait mieux que d'autres. Chacun L'idée, c'était chaque propriétaire, chaque gestionnaire, a une meilleure connaissance de l'état où il en est, et à lui ensuite de réfléchir à quel état de biodiversité il peut ou il souhaite atteindre. Donc c'est peut-être un petit peu la nuance, mais sinon il y a beaucoup de points communs effectivement avec, le concours Prairies Fleuries. Et justement, sur ces questions d'augmentation, tu as parlé de l'équivalence entre une augmentation de 5 points d'IBP qui équivaudrait à une augmentation de 3 à 12% d'espèces en plus, c'est ça? Oui, c'est La ça. question, c'est est-ce que c'est un test de sensibilité de l'IBP dans le temps? Donc, c'est l'IBP répété à Non, plusieurs au même endroit. non, non, Et non, non, sinon, est-ce qu'il y a eu des études de ce genre qui recalculent l'IBP dans le non, temps? Ok. non. Donc c'est une comparaison, une corrélation. Voilà, c'est juste une corrélation à date de compte. C'est pas un changement de pratique. Ce que l'on peut faire et ce qu'on a pu faire avec des modélisations, c'est de se dire si on met en œuvre telle pratique de gestion qui favorise telle structure de peuplement, eh bien, au bout de 40 ans, on pourrait imaginer que l'IBP il est augmenté de temps. Ça, il y a eu des travaux qui ont fait ça, et notamment avec le laboratoire, le LESSEM à, à Grenoble, mais pas encore pour l'instant de suivi suffisamment de temps pour pouvoir avoir ce type d'indication. Ok. Une question sur le grain auquel l'IBP est utilisé. Est-ce que c'est la parcelle ou le massif? Sachant que pour qu'un indicateur soit partagé, il est nécessaire d'avoir un dénominateur commun au niveau spatial. Ou alors c'est une question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un dénominateur commun spatial ou une complémentarité avec d'autres indicateurs? Par exemple, les stations forestières qui ont été longtemps le grain de travail des forestiers. Oui, alors c'est plus proche, je dirais, de la station forestière, donc c'est bien à l'échelle du peuplement, donc en gros la parcelle, un peuplement homogène. Aujourd'hui, c'est une des difficultés, on ne sait pas, et on y travaille, à développer un IBP qui serait à l'échelle du massif, au sens, géographique, ou, de la propriété pour un propriétaire. Donc aujourd'hui, toutes les formations insistent très fortement sur, l'impossibilité ou l'erreur qui serait de vouloir faire une moyenne, par exemple, d'une série d'IBP qu'on aurait fait sur, un ensemble de propriétés qui comporterait plusieurs peuplements, en disant chez monsieur untel, l'IBP en moyenne est de temps. Ça n'a aucun sens, écologique, statistique, donc on met bien en garde contre faire ça. Par contre, on peut cartographier l'IBP, ça c'est des choses qui se font. On peut analyser la carte et la façon dont ça se répartit dans les peuplements, mais ça ne donne pas une appréciation de la biodiversité à l'échelle du peuplement, pardon, du massif, qui renvoie à d'autres facteurs, comme par exemple la surface, comme la connectivité, comme l'hétérogénéité interne du massif. Et pour l'instant, on ne sait pas encore très bien le faire. Dans la même veine, on travaille à essayer de voir dans quelle mesure la télédétection pourrait permettre des mesures ou des évaluations de l'IBP, depuis un avion ou depuis un satellite, ce qu'on ne sait pas encore faire. Merci. Une petite dernière question, peut-être avant de passer à la dernière présentation. À quelle échelle de temps l'IBP peut être utilisé ou utilisable? C'est-à-dire, est-ce que c'est en une seule année, une décennie? En tout cas, la mesure est à l'instant T. On mesure un état à un instant T.
Alors, si on fait un instant T et puis l'année suivante, on fait une opération sylvicole, une éclaircie, une récolte, on peut le mesurer 3 ans après et l'IBP va être sans doute très modifié. Si par contre, on est dans un peuplement qui suit sa trajectoire normale, si on revient 3 ans après, a priori, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé dans l'IBP. Voilà. Donc, le pas de temps à laquelle on peut le mesurer, il va dépendre un petit peu de ce qu'on cherche et des situations. Mais c'est une mesure, ponctuelle à un moment donné. En gros, un IBP moyen dans sa forme la plus simple par quelqu'un qui est formé, pour ça, en 20 minutes, 20-30 minutes, on porte un diagnostic sur un peuplement de quelques hectares. Voilà, qu'il faut rapidement parcourir et c'est assez vraiment aisé à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Marc. Merci.